Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroun, en direct du 102.3 FM. Bon matin, chères auditrices, chers auditeurs, au plaisir de vous retrouver. Au programme aujourd'hui, on parlera de l'apport de la recherche sociale dans le transfert et la mobilisation des connaissances, les facteurs qui favorisent la polarisation sociale, dossier jeunesse et la question de la paternité aujourd'hui. Restez à l'écoute, on vous revient après une courte pause. Alors, notre premier sujet, c'est l'apport de la recherche sociale dans le transfert et la mobilisation des connaissances. Pour en parler, je reçois Madame Hélène Bello, directrice et professeure du Centre Urbanisation Culture Société de l'INRS. Madame Bello, bonjour. Bonjour, M. Baron. Alors, peut-être avant de parler de notre sujet, pouvez-vous nous présenter la mission de l'Institut national de recherche sociale et celle de votre centre? Oui, alors c'est l'Institut national de recherche scientifique et je suis dans le Centre Urbanisation Culture Société. Alors, l'INRS, en fait, a été fondé en 69 et l'objectif, c'était vraiment de travailler, d'amener des chercheurs à travailler sur des grands enjeux de société, mais ce qui était très particulier à l'époque, c'est que c'était déjà, on disait, faut y travailler de façon interdisciplinaire ou transdisciplinaire. Donc, c'était très avant-gardiste. Aujourd'hui, ça nous paraît évident de travailler sur des enjeux de société de plusieurs points de vue. Mais déjà dans les années 60, c'était justement quand on a fondé l'INRS, c'était l'objectif premier. Puis donc, la mission de l'INRS est de contribuer au développement social, économique et culturel du Québec. Et dans mon centre en particulier, donc il y a 4 centres à l'INRS, mais dans mon centre, c'est le centre qui est sur les sciences sociales. Alors, on travaille toujours en interdisciplinarité, puis je dirais en intersectorialité, c'est-à-dire qu'on travaille avec les gouvernements, avec les milieux communautaires, avec la population, sur différents enjeux. Alors, c'est, comme je disais, c'est urbanisation, culture, société, donc on travaille sur les questions de ville, sur les enjeux environnementaux, sur l'agriculture urbaine, la ville intelligente, le transport actif, etc. Du côté de la culture, on travaille sur la culture numérique, donc c'est vraiment très, très actuel. Les industries culturelles, la médiation, la démocratisation aussi de la culture. Et du côté société, on va s'intéresser aux grands enjeux autour de la famille, des jeunes, des questions autochtones, des transformations du travail, etc. Donc, c'est vraiment, en fait, on travaille plusieurs chercheurs de différentes disciplines, donc des géographes, sociologues, anthropologues, démographes, économistes, etc. Mais on travaille ensemble sur des thématiques sociales pour faire avancer la société québécoise. Depuis 69, quels sont selon vous les grands moments de changement qu'a connu le Québec? Le Québec, en fait, alors il y a eu, depuis 69, on peut penser justement à la Révolution tranquille sur les enjeux de famille. Il y a eu énormément de transformations. On a eu des crises économiques. En fait, les changements ont été extrêmement nombreux et dans toutes sortes de domaines. Je pense pas qu'en quelques minutes, je pourrais vous les résumer. Mais je vous dirais, quand on regarde justement le Québec des années 70 et 50 ans plus tard, il y a tellement eu de bouleversements majeurs, une plus grande ouverture sur le monde, une transformation de la population aussi en profondeur. Alors, j'ai mentionné les questions numériques qui ont vraiment transformé profondément notre rapport au travail. Alors, vraiment, il y a énormément de changements les questions environnementales aussi à côté desquelles on ne peut pas passer maintenant. Là, je pense qu'avec la pandémie, ça nous le rappelle vraiment de façon importante. Exactement. Vous avez parlé de transformation. Quelle est la définition quand on parle de transformation et mobilisation de connaissances?
Alors, il y a transformation et mobilisation, il y a toutes sortes de définitions. Puis je vous dirais, alors à l'INRS, on a un programme de maîtrise en transfert et mobilisation des connaissances et je vous dirais que les professeurs n'ont pas tous la même définition, ce qui est d'ailleurs aussi une bonne chose. Mais dans les grandes lignes, je vous dirais, le transfert des connaissances est assez unidirectionnel, c'est-à-dire que les chercheurs font de la recherche, puis éventuellement vont adapter leurs résultats de recherche pour qu'ils soient utilisables et utilisés. Donc, c'est vraiment des chercheurs vers la population, vers des groupes, vers des utilisateurs. Quand on parle de mobilisation des connaissances, puis je dirais c'est ce qui est une des caractéristiques de l'INRS, c'est vraiment ça. C'est un travail multidirectionnel ou bidirectionnel, c'est-à-dire qu'on fait un travail de co-construction des connaissances. En fait, dès le début des recherches, on s'assoit avec nos partenaires, parce qu'on travaille beaucoup avec des partenaires, que ce soit des partenaires gouvernementaux, que ce soit des organismes communautaires ou de la population, pour développer le projet de recherche. Donc, les questions qu'on va se poser, qu'est-ce qu'on a besoin qu'est-ce qu'on a besoin comme recherche ou comme question de recherche. Et donc, tout le long de la recherche, il va y avoir des allers-retours parce que souvent, les gens qui vont utiliser les recherches en bout de ligne ont un savoir, ont une manière de voir les choses qui est extrêmement importante pour la recherche, qui alimente la recherche. Et donc, quand on parle de mobilisation des connaissances, c'est vraiment de la collaboration du début à la fin de la recherche jusqu'au transfert des connaissances. Alors, comment on va adapter justement les résultats qu'on a trouvés. Et c'est un travail qui est beaucoup plus, je dirais, interactif et qui a porté fruit et qui montre vraiment que quand on fait de la recherche, on ne veut pas que nos résultats restent sur les tablettes. Si on veut que les utilisateurs puissent vraiment s'en servir. Il faut travailler en co-construction, vraiment dans l'esprit de la mobilisation des connaissances. Alors, c'est co-construction avec différents partenaires. Comment la recherche sociale appuie des décisions gouvernementales ou des projets actions communautaires avec le milieu communautaire? Alors, quand on n'a pas les connaissances scientifiques, souvent on va se faire une opinion à partir de nos valeurs. Malheureusement, les valeurs ne sont pas universelles. Et souvent, quand on développe une connaissance, c'est qu'on s'appuie sur des perceptions qui sont très, très partielles. Et donc, pour cette raison, c'est là où la recherche est extrêmement importante quand on développe des politiques ou quand on développe différents programmes, c'est d'avoir un portrait juste de ce qui se passe dans la société. Alors, je peux vous donner des exemples. En fait, il y a eu, nos chercheurs vont travailler avec différents ministères, que ce soit, ou la Ville de Montréal, par exemple. On peut se poser la question par rapport au développement durable ou par rapport aux transformations énergétiques. Comment on fait pour mobiliser la population? Qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont s'engager, par exemple? Vous avez peut-être déjà entendu parler des comités de citoyens qui vont développer de la géothermie dans leur ruelle. Alors, il y a toutes sortes de mobilisations citoyennes, puis le gouvernement a intérêt à connaître ce genre d'expérience, puis de comprendre qu'est-ce qui va motiver les citoyens, par exemple, à changer leurs habitudes. Alors, ça peut être dans ce domaine-là, au niveau des politiques de logement aussi, du transport actif. La Ville va avoir des questions, en fait, qu'elle va adresser aux chercheurs de l'INRS, mais comme je vous disais tantôt, comme on travaille beaucoup en mobilisation des connaissances, on va s'asseoir avec les décideurs et souvent avec des organismes communautaires en même temps. Et on va justement travailler en interdisciplinarité pour trouver des solutions qui vont poser des questions, en fait, qui vont témoigner de la complexité des problèmes, mais trouver aussi des solutions qui vont faire appel à la fois à différentes disciplines et à la fois à différents secteurs. Je pourrais vous nommer un autre exemple. Il y a une réforme du droit qui se prépare actuellement, mais pour faire une réforme du droit qui colle vraiment à ce qui se passe dans la population, c'est important de savoir comment, par exemple, les couples gèrent l'argent, qu'est-ce qui se passe au moment d'une séparation, qui garde la maison. Il y a toutes sortes de questions comme ça pour lesquelles on n'a pas de données. Et donc, les ministères ou les organismes communautaires qui veulent faire valoir qui ont qui voient comment ça se passe dans la population puis qui souhaitent faire valoir ce qui se passe dans leur groupe,
vont faire appel justement aux chercheurs pour travailler sur des projets, mais on va travailler toujours en collaboration. Donc, et ce qu'on voit après, c'est que les organismes communautaires, par exemple, quand ils travaillent avec nous dans nos équipes, vont souvent utiliser nos résultats de recherche pour aller faire leurs revendications. Alors, on garde une certaine neutralité sur le plan de la recherche, mais la façon dont on travaille fait en sorte que les organismes communautaires peuvent utiliser nos résultats de recherche ou les ministères pour développer leur politique ou les faire avancer en fait la société. Brièvement, s'il vous plaît, vous avez parlé le mot-clé, c'est la neutralité. Des fois, les résultats, ils font pas l'affaire peut-être de gouvernement en place. Comment s'assurer que la recherche sociale soit épargnée des orientations politiques? En fait, souvent, je vous dirais la première chose, alors nous, ça fait justement des années qu'on travaille en collaboration avec les ministères. Et je vous dirais que la première chose, c'est de mettre en place les termes du partenariat. Alors, souvent, avant même de commencer une recherche, on s'assoit ensemble, puis on se fait une espèce d'entente qui fait en sorte que les chercheurs, en fait, peuvent publier ou doivent pouvoir publier justement tous leurs résultats, que ça aille dans le sens des ministères ou non. Et donc, il y a toute la question de l'éthique de la recherche au travers de ces questions. Alors, on met en place, en fait, les règles du jeu, si je peux dire, là, de part et d'autre. Et c'est d'ailleurs ce qu'on enseigne dans notre maîtrise en mobilisation des connaissances, là. Mais l'autre chose, je vous dirais, c'est que on a la chance au Canada d'avoir des financements de recherche qui ne sont pas orientés. Et donc, si on veut travailler sur une thématique de recherche en particulier, on peut faire des demandes de financement, obtenir des financements qui vont nous amener justement à développer des projets de recherche qui vont être indépendants des volontés politiques. Mais de façon générale, je peux vous dire que vraiment, quand on travaille et qu'on met les choses en place dès le départ, de part et d'autre, ça fait en sorte que le projet de recherche se développe, mais on peut garder cette liberté académique. C'est la condition de base. Puis je vous dirais, c'est utile à la fois pour les organismes communautaires et pour les gouvernements de pouvoir s'appuyer sur des recherches qui sont neutres. S'ils ne le sont pas, ça donne strictement rien. Puis c'est toute la richesse, en fait, des recherches universitaires, c'est d'avoir cette neutralité. Donc, si dès le départ, un ministère refuse et souhaite avoir certains résultats, on ne peut pas travailler ensemble, c'est très, très clair. Alors, parce que c'est ça la recherche. On ne sait pas ce qu'on va trouver souvent, n'est-ce pas? Puis, et donc, il faut que ça puisse aller dans un sens ou l'autre. Ensuite, le partenaire peut utiliser la recherche ou pas. Et ça, évidemment, en politique, c'est ça aussi qui se passe. Donc, parfois, on fait des recherches. Parfois, ça va pas du tout dans le sens. Les résultats attendus ne sont pas les mêmes. En fait, les résultats que le gouvernement attendait ne sont pas là. Mais à ce moment-là, s'il y a une volonté politique d'aller autrement, ben ils n'utiliseront pas la recherche. Mais généralement, le fait de définir nos projets de recherche ensemble fait en sorte justement qu'on arrive à des résultats qui sont parfois vraiment très intéressants et très éclairants pour développer des politiques ou des programmes. Bonne continuation, Madame Hélène Bello, directrice et professeure du Centre Urbanisation, Culture et Société de l'INRS. Merci, au plaisir. Merci, au revoir. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. De retour à l'émission, on va parler d'un autre enjeu de société, celui du racisme. On va décortiquer un peu plus en profondeur ce concept. Et j'ai le plaisir de recevoir M. Michael Naffy, philosophe et professeur au département de Humanities au Cégep Jean Abbott. M. Naffy, bonjour. Bonjour. Au Québec, la polarisation sociale est en augmentation autour d'enjeux identitaires et d'immigration. Selon vous, quels sont les facteurs qui favorisent cette croissance de la polarisation? Alors,
Dans un premier temps, si vous voulez, comme je ne suis ni sociologue ni historien, j'inviterais une certaine prudence par rapport à la croissance, parce que il y a des phénomènes, si vous voulez, quand on les regarde sur une durée plus longue dans l'histoire, on s'aperçoit que finalement, il n'était peut-être pas aussi intense qu'on ne le pensait. Mais en tout cas, je suis comme vous, je regarde la presse, j'essaie de comprendre ce qui se passe autour de moi, et effectivement, on me parle de tension, de radicalisation, de discours. Et si je me base sur ceux qui nous rapportent cette tension dans la presse en particulier, et que je me pose deux questions, de qui parle-t-on et de quoi parle-t-on? Eh bien, je m'aperçois qu'on parle essentiellement de nouveaux acteurs qui arrivent sur la place publique et qui portent des revendications sur des inégalités, qui portent sur les sujets que vous venez de nommer. Et donc, si vous voulez, c'est pas nouveau. Lorsqu'il y a de nouveaux acteurs comme ça qui portent des revendications et que l'on perçoit parfois comme étant un peu trop insistants, historiquement, c'est pas nouveau. Si on regarde, par exemple, les suffragettes à l'époque, quand on regarde des photos actuellement des suffragettes avec leurs beaux chapeaux puis leurs robes longues, elles ne paraissent pas finalement si radicales que ça. Donc voilà. Donc d'un côté on a ça. On parle de gens qui sont des nouveaux arrivants, qui arrivent et qui revendiquent des revendications qui considèrent comme étant un peu ignorées. Et de l'autre côté, ceux qui nous parlent, si vous voulez, de ces revendications et qui nous disent qu'il y a une radicalisation, moi je les sens un peu en mode panique. Un peu comme il y a eu un mouvement de panique avec l'arrivée des suffragettes, exactement de la même façon. Et en tout cas, je terminerai en disant simplement ceci, c'est que ce qui me gêne personnellement, c'est que pour ceux qui essaient de comprendre ce qui se passe à partir de ces récits qu'on nous fait dans la presse, d'un certain nombre d'événements, en particulier dans les universités, des choses de ce genre, c'est pas toujours très clair. On n'arrive pas à comprendre exactement qui a dit quoi, comment. Et en particulier, on considère que ces gens que l'on considère comme des radicaux, on a un peu trop tendance à ne pas vraiment les écouter, à ne pas rapporter leurs paroles exactes. Qu'est-ce qu'ils demandent de manière précise? On a tendance un peu à les considérer comme des espèces d'écervelés qui sont un peu chahuteurs. Voilà. Oui. Voilà ce que je dirais par rapport à une description un peu élémentaire de ce qui se passe. Quasiment la majorité des observateurs, académiciens et même acteurs sociaux reconnaissent l'existence du racisme systémique. Quel enjeu peut avoir le rejet du concept de racisme systémique? Alors, le rejet de ce concept que j'entends et que j'ai d'ailleurs entendu y compris sur vos ondes, eh bien, moi, si vous voulez, les concepts, c'est normal qu'on puisse les critiquer, qu'on puisse dire, voilà, ils sont utiles, pas utiles, ils font la job qu'on leur demande de faire, mais je n'entends pas beaucoup de raisons. Il ne suffit pas de dire je le rejette, il faut aussi qu'on nous explique pourquoi est-ce que ce concept est rejeté. Moi, de mon côté, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est que je considère que c'est un concept extrêmement important et extrêmement utile, mais je ne vais pas m'arrêter là. Ça ne suffit pas de dire, même de mon côté non plus, que c'est un concept important. Il faut que je prenne 2 secondes pour expliquer pourquoi. Alors, pour moi, il y a 3 critères. C'est que c'est un concept qui décrit bien la réalité, qu'on voit bien à quelle réalité ce concept renvoie. C'est un concept qui nous permet d'analyser, et c'est aussi un concept qui nous permet d'orienter nos esprits pour éventuellement trouver des solutions. Alors, à quoi renvoie ce concept ? Il renvoie à quelque chose qui ne semble pas être rejeté, y compris par les gens qui rejettent le concept de racisme systémique. Il renvoie à des inégalités. Il renvoie à des inégalités qui sont mesurées et qui sont observées dans notre société et qui persistent. Et qui touchent des groupes très spécifiques qu'on peut voir, qui apparaissent dans ces études qui mesurent ces inégalités. Et alors, le concept de racisme systémique renvoie donc à des inégalités systémiques. Alors pourquoi systémiques ? Dans le sens qu'elles sont causées par des manières de faire, des manières de fonctionner, des manières de s'organiser dans notre société que l'on considère comme normales. Donc on ne voit pas les causes parce qu'elles sont enfuies dans des manières de faire. Donc le concept nous invite à interroger ces manières de faire. De quelle manière nos manières de faire habituelles peuvent conduire à des inégalités. Et alors,
il y a effectivement, on pourrait s'arrêter là et on pourrait dire le racisme systémique finalement c'est des inégalités systémiques. Hein. Mais c'est peut-être d'ailleurs ce que veulent un certain nombre de personnes qui n'aiment pas le terme de racisme systémique. Donc ce qui les choque, c'est le terme de racisme. Pourquoi il faut insister sur l'inclusion du terme racisme et qu'il ne faut pas s'arrêter à simplement inégalité systémique? Oui. C'est parce que quand on parle d'inégalité, on parle d'une hiérarchisation entre les personnes, inévitablement. Il dit inégalité, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en haut de la liste, des gens qui sont en bas de la liste. Et il y a une hiérarchisation qui n'est pas légitime. Il y a toutes sortes de hiérarchisations dans nos sociétés qui sont acceptables. Il y a des patrons, il y a des gens qui bossent pour des patrons, il y a des gens qui donnent des ordres, il y a des gens qui sont là pour les exécuter. Il y a des choses des hiérarchies qui sont peut-être légitimes ou acceptables. Là, on parle d'hiérarchisation qui sont inacceptables. Oui. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que quand on dit racisme systémique, on situe le concept dans une réalité historique sociologique. Il y a eu au XIXe siècle l'invention d'un concept de race qui a conduit à une hiérarchisation des races et donc de groupes, et donc on constate qu'il y a une continuité parce qu'il y a une hiérarchisation. Donc c'est important de garder le terme de racisme. On ne peut pas juste parler d'inégalité systémique. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a un chevauchement entre le racisme systémique et le racisme d'État? Quel est le lien entre les deux concepts? Alors, donc, encore une fois, racisme systémique, ça concerne l'ensemble de la société. Hein. Donc, ce sont les manières de faire dans nos sociétés qui conduisent à des inégalités. D'accord ? Et que le concept de racisme systémique nous invite à nous interroger sur sa manière de faire. D'accord ? Alors, lorsque on regarde l'ensemble de la société, on parle de racisme systémique ou de racisme structurel. Lorsqu'on regarde des institutions, la même chose mais qui se produit à l'intérieur d'institutions, on parle de racisme institutionnel. Mais lorsque ce racisme systémique ou ces inégalités structurelles ou systémiques concernent des institutions de l'État, on va parler de racisme d'État. Et alors, la confusion qui est faite habituellement, c'est que quand on parle de racisme d'État, ça ne veut pas dire que c'est un État raciste. On n'est pas en Afrique du Sud au temps de l'apartheid ici, d'accord ? Donc c'est de là que vient la confusion. Et alors moi ce que je dirais, c'est que quand on en dit racisme d'État, c'est une déclinaison particulière de racisme systémique. Autant je suis persuadé que racisme systémique, en général, nous permet donc de réfléchir, d'analyser, de trouver des solutions. Personnellement, je ne suis pas tout à fait sûr que le terme de racisme d'État soit aussi efficace. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous expliquer pourquoi, mais je vais voir un peu ce que vous allez me demander d'ailleurs, mais peut-être qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Parce que je ne suis pas persuadé que c'est un terme aussi efficace que racisme systémique. Comme vous l'avez dit, c'est certain que c'est un enjeu qu'il faut aller en profondeur. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et certainement on va vous inviter à nouveau à notre station. Michael Nafi, philosophe et professeur au département de Humanities au Québec, au Cégep Jean Abbott. Merci. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. De retour à l'émission, on va en parler de ces jeunesses et j'ai le plaisir de recevoir un acteur très actif à Montréal, Mohamed Mimoun, coordonnateur du Forum Jeunesse Saint-Michel. Monsieur Mimoun, bonjour. Bonjour Mohamed, comment ça va? Ça va super bien de ton côté? Ça va super bien. Super. Avant de parler de la question de notre sujet, en fait, j'aimerais ça que vous nous présentiez la mission et les objectifs du Forum. Le Forum Jeunesse Saint-Michel, c'est un organisme de quartier qui s'occupe de la participation citoyenne et de la mobilisation des jeunes. Son objectif, c'est vraiment travailler sur le citoyen de demain, plus engagé, plus conscient des enjeux de son quartier, à travers le bénévolat, à travers les rencontres artistiques, à travers des ateliers qui évoquent les questions de racisme, de persévérance, de décrochage. On arrive à mobiliser les jeunes et c'est une étape importante dans la vie des jeunes qui ont entre 12 et 25 ans. Alors, au-delà du quartier Saint-Michel, que souhaitent les jeunes d'aujourd'hui? Quelles sont leurs attentes? Moi, je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont les mêmes que les jeunes d'hier. C'est toujours
la période où on a le droit de rêver, de réussir, d'avoir la vie qu'on veut. Je pense que pour certains jeunes, ils veulent être authentiques. Ils veulent réussir leur navigation entre plusieurs milieux, plusieurs océans, mais aussi réussir leur vie, en fait. Vraiment réussir leur vie. Selon une récente étude qui était réalisée auprès des jeunes, la majorité, ils veulent seulement être écoutés. C'est de la part de qui être écouté? De la famille, l'école ou le système? C'est sûr que je pense que la première barrière que le jeune peut rencontrer dans son développement, c'est vraiment le monde d'adulte. Et le monde d'adulte, il a des codes que parfois les jeunes ne saisissent pas tout de suite. Et le contraire, que les jeunes ont des codes que les parents, parfois, les adultes, n'arrivent pas à saisir. D'une génération à une autre, ça change. Avec l'âge, nous-mêmes, on oublie qu'on était jeunes et qu'on avait certains codes, certains comportements. Et les jeunes se sentent parfois pas écoutés, pas compris, alors qu'en vrai, on peut créer des liens et des ponts entre le monde de jeunes et le monde d'adultes pour justement accompagner les jeunes dans ses rêves, dans ce qu'ils veulent dans la vie. Parfois, on peut les réaliser, on peut changer notre façon de faire, mais parfois aussi pour le laisser vivre son expérience, qu'elle soit bonne ou douloureuse, mais c'est un passage obligé. On essaie juste de le faire avec moins de fracas et moins de conséquences, en fait. Oui. Peut-on présumer que les multiples revendications des jeunes sur différents enjeux sont un cri de cœur et qu'ils ne sont pas assez écoutés? Oui, ce que je vois actuellement, surtout, c'est vraiment ce fossé qui s'est créé parfois entre les parents et les enfants, les adolescents, surtout à un certain âge. Et j'ai l'impression que les parents sont surpris parfois du changement que leurs enfants vivent. Ils n'arrivent pas à l'accompagner. Les parents qui ont un autre vécu ailleurs n'arrivent pas parfois à saisir que leurs enfants sont différents par rapport à eux, différents dans leur façon de voir le monde, différents par rapport à ce qu'ils subissent au quotidien. Et je dis toujours, moi, mon fils ou ma fille, c'est pas moi. C'est une partie peut-être de moi. J'essaie de lui donner le maximum que je peux, mais ils ne seront jamais moi. Ils sont nés ici, ils ont grandi ici, et ils ont une philosophie, une façon de penser qui est complètement différente de moi. Alors si le parent ne saisit pas ça, ça veut dire que il n'écoute pas son enfant, il ne connaît pas son enfant. Et souvent, c'est ça que les jeunes me disent. Mes parents ne me connaissent pas, et parfois, s'ils me voient à l'extérieur, ils seront étonnés comment je suis en vrai, parce que souvent, ils vont créer une carapace, une deuxième personnalité, pour être plus tranquille à la maison, pour ne pas toujours aller vers le confrontement, qui est parfois retardé et qui arrive souvent à un certain âge quand les décisions sont plus noir ou blanc. Et là, le jeune va confronter les parents pour dire « moi, je veux du blanc, je veux pas de noir, ou je veux du noir, pas de blanc ». Est-ce que les revendications des jeunes sont différentes selon l'environnement ou la classe sociale? Autrement dit, est-ce que, par exemple, les jeunes issus de l'immigration ont un type de revendication qui est différent des jeunes nés ici ou d'origine canadienne-québécoise? Il y a certains points ils ont beaucoup de points communs. C'est des jeunes avant tout. Il faut d'abord l'aborder comme ça. Ça veut dire qu'il y a un côté toujours revendicatif, un côté rebelle, comme on le trouve chez tous les jeunes. Je veux avoir ma propre personnalité, je ne veux pas toujours suivre l'avis des parents. Il y a une particularité chez les jeunes qui sont issus de la diversité ou l'immigration, c'est en fait dans leur héritage, dans ce qu'ils vivent en fait à la maison, parfois c'est double langue parlée, double culture, l'interdit et le permis qui n'est pas le même à la maison qu'à l'extérieur. Et les jeunes souvent, comme je dis au début, ils naviguent entre les deux. Et parfois, c'est complexe. C'est complexe parce que ça fait partie de leur construction identitaire. Et ils ont parfois besoin d'accompagnement pour ne pas casser complètement avec cet héritage et pour ne pas être enfermés dans cet héritage non plus. Donc, c'est des jeunes qui sont quand même des jeunes de leur génération,
C'est des jeunes modernes, ils vont vivre leur vie moderne, comme tous les jeunes, mais avec cette particularité d'un héritage qu'ils ont eu de leurs parents, et que souvent, passé l'âge jeune, ils vont essayer de le donner eux-mêmes à leurs enfants, mais d'une façon différente. Ça peut paraître dans le nom, dans la pratique religieuse, dans certaines fêtes qu'on garde dans la famille, parce qu'il y a toujours ce souci de transmission d'une génération à une autre. Merci Mohamed. Mohamed Mimoun, coordonnateur du Forum Jeunesse Saint-Michel. Au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. De retour à l'émission, on reste toujours avec le dossier jeunesse, mais avec un regard spécifique sur les jeunes issus du Maghreb. J'ai le plaisir de recevoir Madame Maria Morani, criminologue et sociologue, présidente Morani Criminologie. Madame Morani, bonjour. Bonjour. Alors, dans un laps de temps assez court, on a assisté à des cas de disparition, d'essais mystères et des incidents impliquant des jeunes d'origine maghrébine, notamment dans la région du Grand Montréal. Selon vous, s'agit-il des coïncidences ou les conséquences des implications criminelles? Ça dépend parce que certains des jeunes ne semblaient pas être impliqués dans le milieu criminel. Donc ça peut aussi être, disons, des événements, je ne peux pas dire des coïncidences, mais bon, dus aux événements de la vie, comme je dirais n'importe quel jeune d'une certaine manière. Mais aussi certains événements, par contre, semblaient être liés au milieu des gangs. On a vu, par exemple, depuis à peu près les 3 derniers mois, une espèce d'augmentation des fusillades, des tentatives aussi de meurtre, etc. dans l'est de Montréal. Et bon, certains jeunes même, comme on l'a vu, la jeune fille de 15 ans qui était, disons, au mauvais moment, au mauvais lieu, au mauvais moment, et qui est malheureusement décédée d'une fusillade. Donc, on peut expliquer ça de différentes manières. Soit des personnes vraiment qu'on dit dans le milieu ce qu'on appelle des dommages collatéraux, ça c'est d'une tristesse absolue, et aussi des jeunes qui peuvent être impliqués dans des activités criminelles. Oui. En tant que criminologue, vous avez suivi de près l'évolution des jeunes maghrébines après la question de radicalisation qui a quand même marqué les jeunes maghrébins depuis quelques années. Est-ce qu'on est en train de vivre une nouvelle orientation qui va caractériser ces jeunes maghrébins? Je dirais pas vraiment, parce que on n'a pas, il n'y a pas assez de données pour dire bon, il y a comme une espèce de criminalité typiquement maghrébine ou non, on peut pas vraiment dire ça. Je vous dirais quand on parle de criminalité qui implique des jeunes du Maghreb, ce qu'on constate, c'est que dans certains territoires de Montréal, il va y avoir des jeunes qui vont carrément s'impliquer dans des gangs qui existent déjà. Donc, ils vont entrer dans ces gangs-là pour toutes sortes de raisons, trafic de drogue, proxénétisme, etc. Mais par contre, ce qu'on constate aussi, c'est que les jeunes maghrébins vont plus avoir tendance à se mettre, un peu comme je dis, des indépendants. C'est-à-dire qu'ils vont faire du trafic de drogue ou bien ils vont faire du proxénétisme et ils vont être seuls, des autonomes, un peu comme on dit des entre guillemets des travailleurs autonomes, disons. Et ils vont collaborer soit avec des gars de gang, soit avec des motards, donc avec des groupes criminels déjà bien présents. Ils vont soit acheter la drogue chez eux, soit revendre pour eux, ou carrément avoir une ou deux, parfois 3, des filles qu'ils vont exploiter sexuellement. Donc on constate
dans ce temps-là qu'il peut y avoir des frictions du genre des dettes non payées, des territoires non respectés, etc. Oui. Quelques années dans le passé, vous avez appelé ces jeunes des gangs dans la rue. Est-ce que ce n'est plus le cas? Ils sont rendus, comme vous le dites, plutôt autonomes? Quand on parle de jeunes maghrébins, comme je vous dis, il y a, je dirais, un peu plus d'individus qui sont vraiment indépendants, autonomes. Ça a toujours été. Et quand on parle de gangs de rue, mais vraiment de gangs de rue, de groupes de jeunes dont l'âge peut varier entre 12 ans et on peut même avoir des hommes d'une vingtaine d'années. Généralement, on va pas voir des gangs juste de jeunes maghrébins. Ils vont vraiment se mélanger avec, disons, la couleur locale. Donc, dépendamment de où ils vivent dans Montréal, ils vont s'intégrer dans le gang qui existe déjà. Donc, ça va être vraiment des gangs multiethniques. On trouve toutes sortes de jeunes là-dedans. Donc, il n'y a pas eu des grands changements depuis les dernières années. C'est toujours la même tendance qu'on constate. En tant que, peut-être cette fois, le côté social, quels sont ces facteurs qui créent cette réalité, en fait? Est-ce que c'est familial, social ou plutôt systémique? En fait, c'est plusieurs éléments. Et de toute façon, les jeunes maghrébins ne se différencient pas des autres jeunes qui rentrent, qui décident soit d'entrer dans des gangs ou qui décident d'opérer de manière indépendante. Ils vont, généralement, je vous dirais, il y a toutes sortes de facteurs. Ça peut être familial, ça peut être social, c'est très varié. Moi, j'ai pu rencontrer autant des jeunes qui provenaient de très bonnes familles où disons, les parents sont présents, ils veulent le meilleur pour leurs enfants, ils valorisent l'école, valorisent l'honnêteté, etc. Donc, des enfants qui viennent même de familles parentales, donc des familles que, bon, on peut pas se douter, même des familles de la classe moyenne, c'est pas juste des jeunes qui proviennent du ghetto ou des familles pauvres. Au contraire, j'en ai rencontré des jeunes qui étaient vraiment dans les familles, disons, étaient à l'aise financièrement. Donc, on va avoir autant des bonnes familles que des familles dysfonctionnelles. Donc, des jeunes où il y a de la violence, où il y a beaucoup de pauvreté, où le jeune, au fond, se dit, je veux vivre de la même manière que les jeunes qui ont de l'argent, mais je veux pas travailler je veux l'argent facile. C'est sûr qu'entrer dans un gang ou même s'impliquer dans le trafic de drogue, le proxénétisme de manière indépendante, le premier élément qu'on constate, c'est l'argent. C'est de vouloir l'argent vite fait, bien fait, sans trop se démener. Et donc la criminalité devient la voie, disons, par excellence. D'ailleurs, l'un des éléments qu'on constate, c'est que on va trouver aussi les jeunes maghrébins beaucoup dans la fraude de carte de crédit, fraude des chèques, fraude Internet, etc. Donc, dans tout ce qui est hameçonnage, on va en trouver, ils vont bien s'impliquer là-dedans. Oui. Alors, aussi, bien sûr, le sentiment de faire partie d'une famille, ça arrive en deuxième position. Donc, les jeunes vont entrer dans des gangs parce qu'ils ont le sentiment que c'est une nouvelle famille pour eux. C'est le sentiment de camaraderie, d'être ensemble, comme on dit, de chiller ensemble. Et les filles, la drogue, l'argent, le style de vie aussi peut attirer. Est-ce que ces jeunes maghrébins du Québec, ils peuvent avoir le même sort que ceux de l'Europe, surtout en France? Là, ça dépend, parce que là, on parle
de manière plus sociologique et macro même, je vous dirais, c'est l'avenir qui nous le dira. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre en France, la grande différence avec le Québec, c'est que la France est un pays quand même colonial, qui a été aussi un pays qui a colonisé plusieurs pays du Maghreb. Et donc, il y a un peu cette, disons, ce racisme qui est quelque peu systémique en France envers cette immigration maghrébine qui est parquée un peu dans des ghettos où il y a eu quand même pas mal de disqualifications professionnelles, scolaires, etc. Et il y a une colère, une haine que moi j'ai pu constater quand j'ai fait mes recherches sur la radicalisation en France et même en Belgique. Il y a une haine qu'on peut pas identifier vraiment au Québec. Au Québec, il n'y a pas cette espèce de passé historique avec la communauté maghrébine d'une part, et j'ai pas constaté ce même racisme systémique, même s'il y a du racisme au Québec, là il faut pas se cacher, mais il n'est pas le même. Donc j'ose espérer que on ne deviendra pas comme la France sur ce point-là, parce que ou même la Belgique, et qu'au fond les jeunes québécois d'origine maghrébine trouvent leur place quand même au Québec, se développent quand même et disons se voient dans cette société comme des Québécois et non pas comme des éternels étrangers. Donc il faut dire aussi que le nombre de Maghrébins n'est pas aussi élevé qu'en France. Donc tout ça, tous ces éléments-là mis ensemble peut nous amener à penser que même si on n'a pas de boule de cristal et on ne connaît pas le futur, on peut penser que la situation ne sera pas la même qu'en France, quoi. Intéressant. Merci beaucoup, Maria Morani, criminologue et sociologue, présidente Morani Criminologie. Merci, au plaisir. Au revoir. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. De retour à l'émission, on parlera de la paternité. Un sondage léger pan-canadien, exclusif, réalisé auprès de 2000 pères, est dévoilé à l'occasion de la Semaine québécoise de la paternité. Pour en parler, je reçois M. Raymond Villeneuve, directeur général du regroupement Valorisation de la paternité. M. Villeneuve, bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les faits saillants de ce sondage réalisé auprès de 2000 pères? Écoutez, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on a sondé 1000 pères du Québec et 1000 pères du restant du Canada pour essayer de voir est-ce qu'il y a une spécificité, est-ce qu'il y a une particularité en ce qui concerne le père québécois. Et la réponse est très claire, et M. Jean-Marc Léger lui-même nous l'a confirmé lundi de la semaine dernière, c'est que de façon assez nette, les pères québécois sont plus engagés, et leur engagement fait en sorte que leur conception même de leur rôle est différente. Ainsi, je vous donne un exemple, les pères du restant du Canada considèrent à 43% que l'élément le plus important de leur paternité, c'est leur rôle de pourvoyeur, alors qu'au Québec, c'est seulement 12%. Un écart de 30% dans un sondage comme ça, c'est vraiment très, très, très considérable. Donc, il y a vraiment une spécificité du père québécois, et de façon claire, le père québécois est plus engagé, ce qui est vraiment une excellente nouvelle. Alors, est-ce que c'est les pères québécois, ils s'inscrivent davantage ou bien ils font une rupture avec la conception traditionnelle du rôle de père? Rupture, je ne pense pas, parce que ces choses-là, ça se vit toujours en continuité, et c'était bien important de dire que nos pères, nos grands-pères se sont aussi engagés à leur façon, dans leur société, avec les normes sociales qu'il y avait à ce moment-là. J'ai eu un très bon père, puis jamais qu'il me viendra l'idée de dire que ça n'a pas été un bon père. Cependant, l'engagement actuel, il est différent.
C'est-à-dire que pour les pères, sont beaucoup plus présents dans le quotidien des enfants, dans les soins aux enfants, dans les tâches domestiques. Donc, la conception du rôle a changé. Alors qu'avant, on était dans un modèle plus traditionnel où la mère était dans la maison et le père à l'extérieur de la maison, ben la bonne nouvelle, c'est que les mères, donc, sont sorties de la maison de plus en plus et les pères entrent dans la maison. Donc, il y a quelque chose de plus équilibré qui est très porteur pour la suite des choses. Et pensez-vous quelles sont les raisons? Est-ce que c'est question de changement social, maturité chez les pères, ou bien c'est question d'un ensemble de tous ces facteurs-là? Ben écoutez, je choisirais la dernière réponse, parce que les sociétés, c'est toujours complexe. Il n'y a pas une seule chose qui fait bouger une société. C'est clair que d'une part, il faut vraiment reconnaître que les demandes des femmes, les revendications féministes pour plus d'égalité ont vraiment été le déclencheur de ce mouvement-là. Il faut le reconnaître. Et ces revendications-là ont fait en sorte qu'au Québec, on a des mesures de politique publique qui sont uniques au Canada, comme le congé de paternité, le congé parental, les services de garde, les mesures communautaires de soutien aux pères, on a un plan d'action santé bien-être des hommes, on a une stratégie égalité qui a des mesures de soutien à l'engagement paternel. Donc tout ça, ça a créé un contexte favorable à cette transformation sociale-là. Et aussi, c'est important pour moi de reconnaître que les pères ont aussi répondu présent à cet appel-là. Le congé de paternité, après 1 an ou 2, déjà, il y avait 80% des pères qui le prenaient. Donc, les pères, moi, je suis convaincu que les pères, quand on les interpelle, quand on leur ouvre la porte pour s'engager davantage, ils sont là. Et ça aussi, c'est une très, très bonne nouvelle. Oui, effectivement, c'est des belles réalisations. Selon vous, les pères d'aujourd'hui, quelles sont leurs attentes? Qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir encore de plus? Dans le fond, c'est intéressant parce que les pères sont pas très revendicateurs. C'est pas un groupe, on a rarement vu au Québec, on n'a jamais vu, sauf exception dans les cas de Fathers for Justice dans le passé, c'était seulement quelques personnes, des marches collectives d'hommes et tout ça. Cependant, ce que les pères ils demandent, je pense essentiellement, puis ça on a des études pour le soutenir, c'est que les pères ils ont besoin d'une reconnaissance sociale plus importante, ce qui veut dire que cette reconnaissance-là, dans le fond, s'intègre après ça dans les politiques publiques puis dans les services. En fait, les pères, ils ne demandent pas tant de choses que ça, sinon qu'on les respecte, qu'on les reconnaisse, et quand ils ont un besoin, ce qui est important pour eux, c'est de ne pas se sentir le deuxième parent, de ne pas se sentir l'autre parent, le parent secondaire, subsidiaire. De plus en plus, et particulièrement les jeunes pères, pour eux, c'est important de sentir qu'ils sont des parents à part entière. Et quand on fait ça, quand on leur parle comme ça, quand on les mobilise comme ça, ben, écoutez, les pères sont vraiment présents puis ils répondent à l'appel. Ce que j'entends, c'est que la paternité au Québec est réalisé beaucoup de belles choses. Est-ce qu'on peut dire que les pères québécois, ils sont en mode de transfert de connaissances, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde? Ben, écoutez, c'est sûr que ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est que des gens de l'extérieur du Québec qui s'intéressent à ce qui se passe au Québec. Que ça soit dans le restant du Canada, on a des partenaires en France, en Afrique, et le modèle de société qu'on est en train de créer est vraiment, vraiment intéressant. Bien sûr, dans les pays scandinaves, ils ont des mesures d'égalité qui sont encore plus fortes que les nôtres, et on voit que ça a un impact sur l'engagement des pères. Alors, si je vous disais avoir une espèce de vision mondiale, là, d'après les données qu'on a, c'est que dans le fond, c'est en Amérique du Nord, puis comparativement à la très grande majorité dans le monde, on est en avance. Cependant, les pays scandinaves ont encore une petite longueur d'avance, et c'est pour ça que nous, au RVP, ce qu'on suggère, ce qu'on souhaite, c'est que l'État québécois et les services à la famille, la société, la communauté, qu'on développe vraiment, dans le fond, le réflexe paternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on pense famille, quand on pense mesures de soutien aux familles, qu'on se pose toujours la question, est-ce qu'on rejoint les pères? Est-ce que les pères sont intégrés dans les mesures? Est-ce que les pères on peut mettre leur nom dans le formulaire? Est-ce que les pères sont effectivement rejoints par le programme? Parce que souvent, les gens ils ont des bonnes intentions, mais dans la pratique, on rejoint beaucoup plus les mères que les enfants, que les pères. Puis ça, c'est normal historiquement. Mais là, si on veut vraiment aller vers une égalité renforcée, il faut vraiment qu'on développe ce réflexe paternité-là. Et si on fait ça, ben, ça va être bon pour tout le monde. Ça va être bon pour les enfants, c'est bon pour les mères, c'est bon
pour les pères, puis à ce moment-là, c'est bon pour la société tout entière. Est-ce que cette image positive de père risque d'être entachée par les cas de féminicide que le Québec connaît récemment? Écoutez, c'est sûr que la situation des féminicides est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Il y en arrive beaucoup trop souvent, et c'est vraiment troublant. Et on voit tout le monde à chaque nouvelle situation qui survient, on est vraiment troublé, dévasté et tout ça. Et il faut vraiment agir pour ça. C'est intéressant de voir que de plus en plus au Québec, on se mobilise et pour protéger les femmes et aussi d'agir en prévention auprès des hommes qui ont des comportements violents. Mais c'est important de dire aussi que ce ne sont pas tous les hommes qui sont violents, que ce ne sont pas tous les hommes qui ont des comportements toxiques. Alors, il faut être capable d'agir sur les deux plans. D'agir avec les situations problématiques, mais aussi de soutenir les bons papas qui s'impliquent auprès de leurs enfants et tout ça, et de travailler dans tout ça pour faire évoluer notre société. Merci, M. Villeneuve. Raymond Villeneuve, directeur général du regroupement Valorisation de la paternité. Au plaisir. Merci, bonne journée. C'est la fin de notre émission. Merci de votre écoute. Merci à mon cher René Di à la régie. Je vous donne rendez-vous le mercredi prochain à la même heure en direct de 102.3 FM Radio Centre-Ville.